Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est essentiellement les résultats d'une discipline qui est née il y a environ 30 ans, avec la parution des ouvrages de synthèse de Halley et Holdeman en 1970, puis Halley, Holdeman et Tomlinson en 1978 sur l'architecture végétale. Qu'est-ce que c'est l'architecture végétale? C'est une approche nouvelle, je vous l'ai dit, et originale en ce sens qu'elle va prendre en compte la dynamique de développement des végétaux et la globalité du végétal. C'est-à-dire que l'on va analyser la nature et la position relative des diverses parties d'une plante au cours de son développement et en fonction des conditions. À un moment donné, l'architecture végétale d'un individu va être en fait le résultat d'un équilibre entre les processus endogènes, c'est-à-dire internes de la plante, et l'influence des facteurs du milieu. C'est donc le but de l'architecture d'identifier ces paramètres endogènes par rapport aux paramètres qui sont dus au milieu ou à des itinéraires techniques, etc. Donc, avant de passer aux notions d'architecture végétale proprement dite, on va faire un rappel de morphologie et notamment des critères qui sont utilisés pour reconnaître la plante, en fait, pour lire son architecture. Tout d'abord, une plante est toujours constituée de deux parties, une partie aérienne et une partie souterraine. Ce qui va caractériser ces parties, ce sont les organes qui sont portés, notamment sur la partie aérienne, des organes qui vont servir à l'assimilation photosynthétique et qui sont, bien entendu, les feuilles. Le système racinaire, lui, peut avoir des structures différentes. Il sera généralement constitué de racines principales et racines secondaires. La limite entre ces deux zones, eh bien, c'est ce que l'on appelle le collet, qui est une zone où les différences anatomiques permettent de reconnaître le passage de l'une à l'autre. Donc, une partie aérienne qui sera la plus visible, évidemment, sauf chez certaines plantes qui sont épiphytes, c'est-à-dire qui poussent sur d'autres plantes, et où le système racinaire est lui aussi très visible. Donc, ça, c'est une partie aérienne. Ou encore, on va parler de partie collinaire, de collus en latin qui veut dire tige, et une partie racinaire, le plus souvent souterraine, et formée donc de racines. On ne détaillera pas plus le système racinaire, mais on va plutôt s'attacher à comprendre la partie aérienne et son fonctionnement. Comme vous le voyez, elle est formée d'entités de base que l'on voit ici et qui sont constituées par, en fait, une partie de tige. C'est ce que l'on va appeler un entre-nœud. Une portion ici où sont insérées là où les feuilles de la tige. C'est ce que l'on va appeler le nœud. Et une partie, le plus souvent, complexe, verte, et que l'on va appeler la feuille, avec à son aisselle un ou plusieurs bourgeons latéraux. Donc ceci est très important puisque c'est ce qui va dicter la structure de toute plante. Et donc bourgeon latéral. L'ensemble formant ce que l'on appelle un métamère ou que l'on appelle encore un phytomère. Pourquoi ces deux noms? Eh bien tout simplement parce que métamère
vient plutôt du règne animal, comme la plupart des notions que l'on retrouve en botanique, qui ont été développées au départ dans le règne animal et qui ont été appliquées au règne végétal. Un métamère, c'est par exemple l'entité élémentaire du corps d'un ver annelé qui se répète, mais évidemment il n'y a pas ici de tête et de partie postérieure, encore que ceci puisse être discuté. Donc vous le voyez, une structure qui va se répéter par cette structure élémentaire qui va être produite au cours de la croissance, qui est un des phénomènes principaux du développement des plantes. Alors, comment sont formés les organes? Eh bien, ils sont formés au niveau de la partie apicale des axes. Ici, pour la partie caulinaire, c'est ce que l'on va appeler des méristèmes. Donc ça, ce sera un bourgeon terminal de tige. C'est ce qui va permettre de donner naissance aux organes que vous voyez là-bas, avec une zone centrale constituée de cellules embryonnaires qui vont se diviser et qui vont donner naissance aux diverses structures de la plante. Il s'agit là de ce que l'on appelle le dôme apical, le dôme apical qui est au centre de ce que l'on va appeler un méristème apical, sachant que cette structure est évidemment très fragile, ce qui fait qu'elle est le plus souvent protégée par les ébauches des premières feuilles qui sont formées, qui vont porter le nom, lorsqu'elles sont indifférenciées, d'initium, puis de primordium, lorsqu'on arrive à identifier leur structure. Donc ça, ce sont des jeunes feuilles, bien sûr, en formation. Le processus de formation de ces structures à partir du dôme apical, c'est ce que l'on appelle l'organogénèse. On en reparlera tout à l'heure. Organogenèse, c'est la formation des organes. Et une fois que ces organes sont formés, eh bien, ils vont pouvoir s'allonger. C'est ce que l'on va appeler le processus d'allongement. L'ensemble de ces deux processus, organogenèse plus allongement, donnant ce que l'on appelle la croissance. Lorsque la croissance résulte du fonctionnement de ces méristèmes primaires, on va parler de croissance primaire, qui va être le fait des méristèmes donc caulinaires ou racinaires. Ce sont essentiellement les phénomènes d'organogenèse et d'allongement des tiges et des racines. Ils résultent du fonctionnement des méristèmes primaires. De tiges, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de racines, à ce moment-là, on les trouverait dans les zones les plus apicales de ces racines. On l'illustrera tout à l'heure. Une autre possibilité de croissance, c'est ce que l'on appelle la croissance secondaire. La croissance secondaire se rencontre essentiellement chez les dicotylédones, c'est-à-dire les arbres, les arbustes essentiellement, etc. Et la croissance secondaire, elle, s'exprime de façon très différente à travers le fonctionnement d'un méristème secondaire qui a une structure cylindrique et que l'on appelle, chez les plantes qui en sont pourvues, un cambium.
c'est ce cambium notamment qui donne le bois des arbres, donc important évidemment pour les forestiers que vous êtes ou allez devenir. Donc ce méristème secondaire ou cambium va distribuer vers l'intérieur du bois ou xylème lorsque on est à l'état jeune, et ensuite vers l'extérieur du phloème. Le bois bien sûr conduit la sève brute et le phloème bien sûr conduit la sève élaborée qui vient de la photosynthèse. Quelques autres points importants sur la croissance des plantes. On va très souvent distinguer ce que l'on appelle une partie proximale et une partie distale pour le différencier d'une partie haute et d'une partie basse. On va voir pourquoi. Chez une plante comme ceci, par exemple, de part et d'autre du collet, on va distinguer sur la tige, donc qui est là, je vous le rappelle que la limite est au collet, une partie proximale, qui est celle qui est la plus proche du lieu d'origine, donc la plus proche du collet, et une partie distale, qui est celle qui en est le plus éloignée. Ça, c'est pour la tige. On retrouverait la même chose au niveau racinaire, mais bien sûr inversée, c'est-à-dire que l'on a une partie proximale proche de son point d'insertion et une partie distale proche de son extrémité. Pourquoi ces termes plutôt que haut, bas, etc. Eh bien, vous voyez d'ores et déjà ici que sur la racine, la partie la plus basse est la partie distale, alors que c'est l'inverse sur la tige. Ce serait la même chose sur un rameau, par exemple. Si vous avez un rameau pendant, eh bien, vous allez avoir la partie proximale qui va être en haut, alors que la partie distale est celle qui est en bas. Donc vous voyez que ce sont des termes morphogénétiques qui décrivent la structuration et la naissance des organes et qui sont différents de termes, on va dire, géométriques qui indiquent qu'une structure est plus bas ou plus haut par rapport à la pesanteur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus pour les phénomènes généraux? Eh bien, on va parler d'un élément qui est important, ce sont les préfeuilles. Des structures qui sont souvent négligées dans l'enseignement, alors que ce sont des structures qui sont d'une stabilité tout à fait remarquable chez les végétaux. Si l'on prend, par exemple, les bourgeons latéraux, eh bien, on va avoir plusieurs types de structures qui vont vous permettre d'identifier leur position et leur naissance. Notamment, les premières feuilles qui sont formées par le méristème latéral et que l'on va appeler les préfeuilles. Alors chez les dicotylédones, vous avez toujours deux préfeuilles. Alpha et bêta, qui sont opposées et de part et d'autre du bourgeon. Si l'on fait un schéma ici avec la feuille axillante et là l'axe porteur, que l'on va appeler AP sur le schéma, eh bien, on peut représenter la position de ces préfeuilles, l'axe porteur étant ici, la feuille axillante étant là, l'axe latéral, ou bien on va dire la portion centrale ici du bourgeon avant qu'il ne se développe, eh bien ces préfeuilles vont être latérales, alpha et bêta. Elles seront toujours dans cette position, ce qui est d'une constance chez les végétaux, qui est assez rare parce qu'il y a peu de phénomènes qui sont aussi constants. Alors chez les dicotylédones, deux préfeuilles latérales, c'est-à-dire que si je suis l'axe porteur, qu'il y a une feuille axillante, eh bien les deux préfeuilles sont
comme mes deux bras. Chez les monocotylédones, on n'aura qu'une seule préfeuille et elle sera en position adossée, c'est-à-dire qu'elle sera ici. On va le dessiner maintenant. Donc, chez les monocotylédones, une seule préfeuille. Alors, ce qui est intéressant par rapport au cours de systématique que l'on fera ensuite, c'est que les familles les plus primitives de dicotylédones, comme les Piperacées ou les Aristolochiacées, eh bien, très souvent n'ont qu'une préfeuille en position adossée comme des monocotylédones. Donc vous voyez que ce n'est pas neutre et ce sont des caractères qui sont en fait très importants. Alors chez les monocotylédones, c'est le riz, les orchidées, le blé, etc. Cette préfeuille va en fait englober le rameau ou le bourgeon latéral. Elle sera bicarénée, c'est-à-dire qu'elle aura cette forme avec une double carène. Bicarénée, vous savez ce qu'est la carène d'un bateau, bien là, il y en a deux, une carène, une deuxième, et elle est adossée, c'est-à-dire qu'elle se trouve ici, entre l'axe porteur et l'axe porté. Un dernier critère que l'on va voir avant de passer aux illustrations, c'est un critère particulier qui est très utile pour décrire les végétaux et que l'on appelle la phyllotaxie. La phyllotaxie, c'est le mode d'arrangement des feuilles sur leur axe porteur. On va passer vite parce que ça, vous le trouvez dans à peu près tous les livres. On va distinguer une phyllotaxie alterne. Lorsqu'il y a une seule feuille par nœud. Et dans ce cas, on va pouvoir rencontrer plusieurs solutions. La phyllotaxie alterne spiralée, qui est très fréquente chez de nombreuses espèces, et qui va se traduire par une disposition des feuilles selon tous les azimuts, ce qui donnera une symétrie le plus souvent radiale aux axes, c'est-à-dire que vous aurez des feuilles qui seront devant, d'autres qui seront latérales, etc. D'autres qui seront derrière. Et vous allez avoir des feuilles qui se répartissent en fait suivant une spirale, si on arrivait à éclater leur insertion sur le méristème. Tandis que vous aurez une phyllotaxie dite alterne distique, si les feuilles sont insérées dans un même plan, c'est-à-dire à gauche et à droite de l'axe, ce que l'on peut représenter de cette façon. Donc des feuilles qui sont insérées dans un même plan, phyllotaxie alterne distique. Vous voyez que l'on a dans les deux cas une seule feuille par nœud, d'où le nom de phyllotaxie alterne. On va pouvoir aussi avoir deux feuilles par nœud, c'est ce que l'on va appeler la phyllotaxie opposée décussée. Opposé voulant dire qu'il y a deux feuilles par nœud et décussé voulant dire que d'une paire à la suivante ou à la précédente, il se forme un angle de 90 degrés entre les deux.
Donc, là, on pourrait schématiser ceci de cette façon. Vous voyez que les feuilles vont former deux plans orthogonaux. Comme on le verra dans les illustrations, il peut ensuite y avoir des réarrangements secondaires. Là, je vous parle de la structure qui existe dans le méristème. Enfin, dernier type de disposition. Il s'agit de la disposition verticillée. Et dans ce cas, on a plusieurs feuilles par nœud. C'est-à-dire que les feuilles vont se répartir en un même point. Sur la tige, comme ce serait le cas chez certaines espèces, notamment Dira costulata, par exemple, une Apocinacée, ou occasionnellement chez des individus de plantes qui, par ailleurs, peuvent avoir une phyllotaxie opposée DQC, comme c'est le cas assez fréquemment. Pour illustrer ce cours, et notamment les parties de la première partie sur la morphologie végétale, tout d'abord un rappel sur ce qu'est une plante. La morphologie végétale, en fait, n'est pas une discipline si vieille que ça, puisqu'elle a été créée par Goethe en 1789, c'est-à-dire à peu près au même moment où on s'égorgeait entre nous en France pendant la Révolution française. Goethe, qui était aussi le fameux poète, par l'observation des plantes, a identifié que celles-ci pouvaient être formées d'un système racinaire et d'un système caulinaire, mais surtout a montré que les différents organes qui constituaient les feuilles, que ce soit les feuilles primitives comme les cotylédons, ou les feuilles qui s'en suivaient et qui pouvaient avoir des structures assez différentes, par exemple ici entièrement simples, ou là avec des diverticules, eh bien ces feuilles étaient toutes l'expression d'un organe élémentaire qu'il a appelé l'ourblatte, qui se répétait et qui se métamorphosait au cours du développement. Cette notion de métamorphose végétale, vous verrez qu'elle ne s'applique pas seulement à la succession des métamères sur une tige, mais également au niveau de l'architecture globale de la plante, qui, elle aussi, dans certains cas, peut se métamorphoser totalement. Alors, la grosse avancée du travail de Goethe a été de montrer que tous ces organes, que ce soit les organes végétatifs, cotylédons et feuilles assimilatrices, ou que ce soit les portions d'organes d'une fleur, sépales, pétales, étamines et carpelles, étaient tous la manifestation d'un organe élémentaire qui se transformait au cours du développement, ce que ne démentent pas aujourd'hui les résultats les plus modernes de la génomique. La structure des plantes, ici chez une dicotylédone, elle est toujours assez semblable, avec un système racinaire et un système caulinaire, des bourgeons qui sont terminaux le long des axes, ou bien latéraux à l'aisselle des feuilles, ce qui est le cas le plus fréquent chez les plantes actuelles. Ces méristèmes, à quoi ça ressemble? Ce sont des dômes de cellules petites et embryonnaires que vous voyez là chez une labiée par exemple, et vous voyez ici les zones plus denses qui correspondent à ce que l'on appelle l'anneau initial, d'où naîtront les bourgeons axillaires des feuilles que vous voyez ici à l'état embryonnaire et méristématique. Alors les racines possèdent aussi des méristèmes primaires, c'est ce que l'on appelle le méristème primaire racinaire, qui se situerait à peu près par là, du moins la zone d'organogenèse, tandis qu'une partie ici de cellules plus grandes et vacuolisées constitue ce que l'on appelle la coiffe, qui protège le méristème apical lors de la pénétration dans la terre. Ces deux méristèmes sont des méristèmes primaires. On distingue aussi chez certaines plantes un méristème secondaire qui, lui, a la forme d'un cylindre dans les tiges et qui forme, dans certains cas, comme ici chez ce maclura, des cernes successifs. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces. On peut former du bois sans qu'il y ait de cernes, notamment chez diverses espèces tropicales. Alors, la croissance primaire, on l'a vu, c'est le résultat de deux processus.
l'organogenèse et l'allongement. L'organogenèse, c'est la formation des nouveaux organes qui s'initient autour du dôme apical, en général dans une zone proche de l'anneau initial, qui va donner ce que l'on appelle des initia ou ensuite des primordia qui vont ensuite se transformer en ébauches foliaires, puis finalement en feuilles. Un axe donc est constitué par une structure toujours identique et notamment la répétition d'une entité élémentaire constituée d'un entre-nœud, un nœud où sont insérés là où les feuilles et le ou les bourgeons latéraux. Donc retenez que ce phénomène est important puisque la croissance, vous le voyez, ce n'est finalement qu'un phénomène de répétition. Ce méristème terminal, eh bien, le plus souvent, il est protégé car fragile au sein d'une structure particulière. Ici, chez un viorne, par exemple, le méristème se situerait à peu près par là et vous voyez qu'il est protégé par des jeunes feuilles. Ces feuilles, toutefois, ne sont qu'en miniature des structures identiques à celles qui seront plus âgées. C'est ce que l'on retrouve aussi chez un avocatier, Persea americana, où vous voyez que les feuilles sont simplement plus petites, mais elles ont la même structure que les feuilles adultes. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de différenciation entre les ébauches et les feuilles adultes, on parle de bourgeons nus, alors qu'on va parler de bourgeons écailleux lorsque, pendant en général une phase de repos, le méristème terminal est protégé par des feuilles transformées que l'on appelle des cataphiles, qui sont en fait des feuilles écailleuses, qui peuvent être vertes ou non, et qui tomberont rapidement au moment de l'allongement. Ces cataphiles ne sont que des structures foliaires transformées. Ici, chez un érable, vous les voyez, elles sont dures, puis de plus en plus foliacées, avant de laisser place à des feuilles assimilatrices à l'état d'ébauche. À l'aisselle des feuilles, on va trouver en général un bourgeon, mais on pourra trouver plusieurs bourgeons latéraux. C'est le cas chez ce noyer, par exemple. Vous avez la cicatrice de la feuille ici, et vous voyez 1, 2, 3 bourgeons, chacun ayant des potentialités différentes. Ce qui est important ici, c'est que vous retrouvez à chacun des bourgeons les deux préfeuilles alpha et bêta latérales qui permettent d'identifier que ce sont bien des bourgeons axillaires de cette tige. Chez Gleditsia triacanthos, la feuille axillante serait ici, elle est tombée, bien sûr, il ne reste que sa cicatrice. On retrouverait les traces des préfeuilles de part et d'autre de ces structures, et vous voyez qu'à quelques portions de millimètres, eh bien, les mêmes des bourgeons latéraux issus d'une même aisselle peuvent donner naissance à des structures très différentes. Ici, un rameau court, par exemple, ici, un rameau long, et là, une épine. Donc vous voyez que la différenciation se fait très tôt à l'état de méristème notamment, puisque lorsque ces organes se développent, ils donnent des structures très différentes. Chez ces deux plantes, vous retrouvez à chaque fois qu'il y a un bourgeon axillaire les deux préfeuilles alpha et bêta. On parle donc de bourgeons surnuméraires. C'est la même chose ici chez un Forsythia, par exemple, qui est une oléacée, une autre famille, mais c'est très différent chez diverses ulmacées. Ici, un Zelkova et le diagramme qui représente le complexe axillaire, par exemple, d'un orme ou d'un Celtis. Celtis australis, vous le savez, c'est le mycocoulier, et le mycocoulier est utilisé très proche de Montpellier pour faire des fourches de sauve. Donc Sauve est un petit village au nord de Montpellier où traditionnellement on fait des fourches en bois qui sont constituées de 3 dents comme ceci, avec un manche. Pour faire ces fourches, eh bien, on va utiliser cette particularité morphologique, c'est-à-dire que l'on va tailler au-dessus des bourgeons, on va laisser se développer les 3 bourgeons, et ensuite l'axe principal donnera le manche, et 2 ou 3 ans après, les axes latéraux donneront les 3 branches de la fourche qu'il n'y aura plus qu'à tordre pour le formater sous la forme d'une fourche. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de bourgeons surnuméraires, mais vous avez un bourgeon principal, qui est ici, avec ses 2 préfeuilles, alpha et bêta, et chaque préfeuille, dans le bourgeon, axille lui-même un bourgeon latéral, et vous retrouvez les préfeuilles alpha et bêta. Donc vous le voyez, une structure très particulière. Chez un abricotier, par exemple, ce bourgeon latéral ici va donner un axe, tandis que les 2 bourgeons latéraux de ce bourgeon latéral seront les structures qui donneront les fleurs. Donc vous le voyez, pour des structures qui sont
presque microscopiques, qui sont très petites, une différenciation très précoce, c'est très important à retenir. Dernier critère que l'on a analysé, c'est la phyllotaxie. La phyllotaxie, c'est le mode de disposition des feuilles sur la tige. On va tout d'abord distinguer une phyllotaxie alterne, c'est-à-dire que les feuilles sont insérées isolément à chaque nœud. Cette phyllotaxie alterne pourra être spiralée, c'est-à-dire que les feuilles vont se disposer selon une spirale et vont occuper tous les azimuts de l'espace. C'est le cas ici chez un impatiens, par exemple, où vous voyez la feuille la plus jeune et ensuite des degrés d'antériorité supérieurs. Vous pouvez dessiner une spirale pour regrouper ces feuilles le long de la tige. C'est ce que vous avez peut-être fait lorsque vous étiez enfant. En général, dans les cours préparatoires, on donne une pomme de terre et on s'amuse sur la pomme de terre à tracer des spirales. C'est exactement la même chose, sauf que la pomme de terre est un axe renflé au lieu d'être un axe non renflé. La phyllotaxie alterne, eh bien, c'est ce qui va caractériser le tronc de plusieurs arbres. Pourquoi? Parce que le tronc, avant qu'il soit ramifié, va disposer des feuilles, du coup, dans tout l'espace, ce qui va permettre une meilleure capture de l'énergie lumineuse. La phyllotaxie alterne spiralée, eh bien, va pouvoir être caractérisée par ce que l'on appelle un indice phyllotaxique. L'indice phyllotaxique, c'est le nombre de tours effectués sur le nombre de feuilles rencontrées pour revenir sur la même ligne verticale que l'on appelle par ailleurs un orthostique. Si vous prenez l'aulne glutineux par exemple, la première feuille est là, et pour retrouver une feuille qui va se trouver sur la même orthostique, vous allez faire un tour de spirale et vous allez compter 1, 2, 3 feuilles, ce qui fait que l'indice phyllotaxique c'est 1 sur 3, ce qui fait 360 degrés sur 3 égale 120 degrés entre ces diverses feuilles. Alors chez les végétaux à phyllotaxie alterne spiralée, les indices les plus fréquents sont les indices de 1/3 ou de 2/5 que l'on va rencontrer très souvent. 2/5, c'est-à-dire que vous parcourez 5 feuilles et 2 tours de spire avant de retrouver une feuille superposée à la première dont vous êtes parti. Autre cas de phyllotaxie alterne, la phyllotaxie alterne distique, ici chez un corosol, donc une annonacée, où cette phyllotaxie est très fréquente. Vous voyez qu'il n'y a qu'une feuille par nœud, mais ces feuilles sont disposées dans un même plan, qui est à peu près celui du tableau. On parle donc de phyllotaxie, dans ce cas-là, alterne distique, que l'on retrouve chez diverses espèces, des arbres, mais aussi des arbustes, comme ce Phyllanthus, qui est une forbiacée, ou bien encore les légumineuses, avec ici un arbre de Judée, où vous retrouvez la même disposition dans un plan, ou encore chez d'autres plantes, comme les iris, ou bien ici, une orchidée du Venezuela, Maxillaria valenzuelana, qui, vous le voyez, dispose les feuilles typiquement dans un plan. Autre type de phyllotaxie, la phyllotaxie opposée DQC. Opposée pourquoi? Parce qu'il y a 2 feuilles à un même nœud, et que ces 2 feuilles sont donc dites opposées. D'une paire de feuilles à la suivante, vous voyez que ces feuilles désignent un angle de 90 degrés. C'est pour ça que l'on dit opposé DQC. Entre parenthèses, je pense que la phyllotaxie réellement opposée, sans qu'elle soit DQC, n'existe pas et n'a pas été décrite à ce jour. On peut supposer que cela serait une cause d'épuisement du méristème si tous les méristèmes latéraux et les feuilles axillantes se développaient du même côté du méristème. Autre type de phyllotaxie opposée DQC, très fréquent chez diverses familles, ici la famille des Mélastomacées par exemple. Et enfin, la phyllotaxie verticillée, où vous allez avoir plusieurs feuilles à chaque nœud, comme ici chez ce Peperomia, où vous allez avoir entre 5 et 6 feuilles sur un nœud. Les Peperomia appartiennent à la famille du poivre, donc les Piperacées. Autre exemple, chez une Apocinacée, Diera costulata, où vous observez les 6 feuilles insérées sur un même point. Très souvent, on va trouver de la phyllotaxie verticillée dans des familles qui, par ailleurs, sont classiquement à phyllotaxie opposée DQC, comme c'est le cas ici chez les Apocinacées. On aurait également ce phénomène chez les Rubiacées, avec le genre Duroia, par exemple, si certains d'entre vous connaissent, qui va aussi être à phyllotaxie
verticillées. Alors la phyllotaxie, c'est le mode d'arrangement des feuilles dans le bourgeon, donc des ébauches, mais on va pouvoir avoir des réarrangements secondaires de diverses façons. Ici, par exemple, une phyllotaxie opposée décussée, mais vous allez voir que par torsion des entrenœuds, les feuilles vont être progressivement ramenées dans un même plan, ce qui peut faire penser ensuite à une phyllotaxie opposée, mais ce n'est qu'un réarrangement secondaire. Vous trouvez ce phénomène chez les cornus, par exemple, ici cornus mas, où vous voyez que les feuilles sont dans un même plan, mais si vous reprenez l'entrenœud, vous allez voir qu'il est tordu pour ramener les feuilles dans un même plan. Dans d'autres cas, eh bien, ce ne sont pas les entrenœuds qui vont se tordre, mais ce seront les limbes foliaires qui vont être ramenées dans un même plan. C'est ce que l'on va trouver ici, par exemple, chez un Maithenus schubutensis, où vous observez les feuilles qui se répartissent pour occuper au mieux l'espace. Donc pensez que les réarrangements secondaires peuvent provoquer des choses très différentes à ce que vous observez.